notre 7e rendez-vous de l'inspiration. Donc, nous l'espérons, va vous inspirer. Donc, c'est une année un petit peu exceptionnelle pour Brains Agency, puisqu'on fête nos 25 ans. Et nous avons mis en place tout un programme éditorial qui, nous le souhaitons, vous plaira. Donc, cette matinée, enfin, ce petit déjeuner, conférence, enfin, rencontre plutôt, a été organisé par Rachel. Donc, je vais lui laisser la parole. Et donc, n'hésitez pas surtout à intervenir ou à poser vos questions. Merci. Bonjour à tous. Je vais juste essayer de resituer comment cette matinée s'inscrit dans le programme éditorial. On a créé un programme éditorial qui s'appelle Penser notre monde, qui est un programme éditorial où tous les mois, il y a un thème qu'on aborde et qu'on essaye de comprendre, poser des questions qui sont un peu différentes des questions dont on entend parler tout le temps. On a commencé par l'ère du moi, qui était autour de l'époque de la déliaison, de l'époque de l'individu. Au mois de novembre, on a fait l'ère numérique et comment l'Internet, comment les ordinateurs ont peu à peu bouleversé notre vie. Ce mois-ci, on s'attaque et on s'attarde à la communication et au marketing, qui sont quand même des moments, des piliers dans notre société aujourd'hui. L'idée est aussi d'aller voir ailleurs, parce c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est le cœur de l'agence, avec aussi tout ce qui peut être autour de ce monde-là, qui peut être les marques employeurs et la communication auprès des cibles jeunes. Mais l'idée est aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur, dans d'autres secteurs. Donc ce matin, on va d'abord reposer en fait les fondements du marketing et de la communication, reprendre les bases, parce que quelquefois c'est nécessaire, de revenir aux origines, de revenir un peu à d'où ça sort, d'où ça vient. Est-ce que parfois, quand on fait de la communication et du marketing, on ne réinvente pas la roue en permanence ? Et puis après, voir comment les secteurs de l'édition et de la mode se sont adaptés aux nouvelles contraintes du numérique. Et puis on va conclure par un thème dont on parle beaucoup, qui est le data marketing. Et l'idée était un peu de se dire aussi, on va repasser par là, parce que tout le monde parle du data marketing, mais je ne suis pas certaine et on n'est pas tous au courant de ce que c'est vraiment que la data au départ. Et comment, en articulation data et marketing, ça nous permet d'aller peut-être vers une nouvelle forme de communication. Alors, pour commencer et pour reprendre les bases, on va aller sur les théories. Et donc, je demande à Isabelle Ulrich de me rejoindre. Merci Isabelle. Je vous en prie. Alors, Isabelle Ulrich, vous êtes professeure associée en marketing à Neoma Business School. Mais avant de ce monde académique, vous étiez dans le monde de l'entreprise, où vous avez fait quand même 17 ans en marketing dans les entreprises internationales. Alors vous êtes passé par Procter & Gamble, par la marque Bourjois, et finalement vous avez terminé votre carrière dans ce monde-là par directeur marketing des marques cliniques, de la marque clinique. Et vos recherches actuellement portent sur la marque, la communication, le genre et le comportement des consommateurs. C'est tout à fait ça. Et alors, je voudrais juste, avant de commencer, qu'on revienne et peut-être que vous nous disiez qui sont pour vous, soit les 3 théories fondatrices, soit les 3 pères fondateurs de la communication. Alors, je pense que si on veut vraiment revenir aux fondamentaux de la communication et des théories de la communication, il faut revenir aux premiers qui ont fait de la théorie de la communication. Et les premiers remontent à l'Antiquité, en fait. Et ce n'est pas forcément dit dans les écoles, parce que dans les écoles, on va directement au modèle de Shannon et Weaver en 48. Alors que fondamentalement, la communication, ça démarre au 5e siècle avant JC. C'est la rhétorique, en fait, au départ. Et c'est inventé en Sicile par quelqu'un qui s'appelle Corax, qui va être un rhéteur, qui va être le premier rhéteur. Et c'est lui qui va inventer l'ordre du discours. Et l'ordre du discours, on s'en sert encore aujourd'hui. On s'en sert en politique, ne serait-ce que là. Donc l'ordre du discours par Corax, c'est d'abord, je fais un exorde, j'exorde les gens. Après, je fais une sorte de présentation des faits. Ensuite, une discussion. Et à la fin, ce qu'ils appellent la péroraison. La péroraison, c'est la conclusion. Et le grand nom qu'il faut retenir dans l'Antiquité, que vous connaissez tous, c'est Aristote. Aristote, dans l'Antiquité, c'est lui qui a fait un bouquin très très important qui s'appelle La rhétorique, parce que le manuel de Corax, qui est le premier manuel de communication, il a été perdu. Alors que Aristote, on a encore ce qu'il a écrit. Et Aristote, c'est lui qui a vraiment posé les fondamentaux de la rhétorique, des choses qu'on utilise encore aujourd'hui. Je suis sûre que vous connaissez tous faire connaître, faire aimer, faire agir. Vous avez tous entendu ça dans les théories de la communication. Mais au départ, le premier qui a dit ça, c'est Aristote. Aristote, quand il travaille sur le discours et la rhétorique du discours, il va dire qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est de faire un discours persuasif avec de l'éloquence. Et la deuxième, c'est de s'adapter à son auditoire. Des choses pas nouvelles, qu'on connaît tous. Et il va dire qu'un message, il a 3 finalités.
ce message, il doit plaire, donc c'est le like qu'on connaît. Ce message, il doit être compris, c'est la partie connaissance et compréhension qu'on connaît, que lui va appeler logos et ethos pour plaire. Et enfin, la dernière partie, c'est engager la personne, enfin l'auditoire, à agir. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, sur l'engagement ? Donc, engager à agir, c'est finalement le pathos, c'est-à-dire j'éveille l'émotion chez les gens en face de moi, et du coup, ils vont s'engager, ils vont agir. Donc, beaucoup des choses qu'on entend aujourd'hui dans la communication, finalement, elles remontent déjà à la rhétorique et au grand point de la rhétorique dans l'Antiquité. Alors après, on fait un espèce de grand bond. Depuis l'Antiquité, on va vers le deuxième père, pour moi, vraiment, de la communication, c'est Barnèse. Alors, Barnèse, il est beaucoup étudié aux États-Unis, mais en France et dans les business schools françaises, pas tellement. Parce que Barnèse, c'est celui qui a inventé c'est le premier conseiller en relations publiques. C'est l'homme qui a inventé le terme DRP. Avant lui, ça n'existait pas. Après lui, le monde a changé. Et cet homme-là, en fait, il a écrit un bouquin très important en 1928 qui s'appelle Propaganda, qui a mis beaucoup de temps à être publié en France. En fait, il a été très longtemps uniquement visible en langue américaine. Et donc, il a défini ce que c'était que la propagande, cet homme-là. Ça a beaucoup inspiré Goebbels, d'ailleurs, hein, malheureusement. Donc, en fait, pour lui, la propagande, c'est quoi ? C'est je vais essayer de manipuler les foules. Une minorité éclairante va manipuler les foules. Donc, c'est un homme qui, dans son livre, explique comment faire des coups, comment susciter l'envie, comment susciter le désir chez les autres en créant des événements et des coups. Son coup le plus célèbre, si vous n'aviez qu'une chose à retenir de lui, c'est ce qu'il a fait sur les cigarettes. C'est ce que tout le monde connaît, hein, c'est la petite histoire pour faire rire. En 1928, en fait, les ventes de cigarettes aux États-Unis allaient mal, la marque Lucky Strike allait mal. Il a fait ça en 3 temps. D'abord, il s'est dit il faut que le verre du packaging de Lucky Strike plaise aux femmes. Ce serait intéressant parce que les femmes aujourd'hui pourraient relancer le marché de la cigarette. Donc il a fait un petit peu de RP en mettant le verre à la mode et la couleur de Lucky Strike à la mode dans des parties, dans du showbiz, comme on pourrait faire aujourd'hui finalement. Et la deuxième partie de son truc, c'est de dire qu'il faut créer l'événement. Donc il crée l'événement à la parade à New York avec un groupe de femmes qui vont arriver et qui vont dire on veut la liberté et qui vont allumer les torches de la liberté devant tout le monde, devant les yeux des photographes qui sont justement des cigarettes. Donc on a un groupe de femmes qui se vivent comme féministes, qui vont allumer des cigarettes. Et hop, c'était fait. Après ça, les ventes de cigarettes ont décollé, et de Lucky Strike en particulier, donc c'était très bien pour lui. Après, je dirais, on fait un autre saut, et on va en 48. Et ça, en 48, je pense que tous ceux qui ont fait ici de la com l'ont vu. Vous avez un modèle très important, qui est le modèle de la théorie de la cybernétique, avec Shannon et Weaver. Shannon, c'est un mathématicien, Weaver, c'est un ingénieur chez Bell. Et tous les deux, ils vont prendre un modèle de transmission du message, hein, puisque communiquer, c'est transmettre. Donc, j'ai un émetteur, j'ai un récepteur, je transmets un message. Le message passe par un canal, il y a un contexte qui fait du bruit, et il y a un code. Le message, il est préalablement codé, et il est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Voilà. Après ça, je dirais que le 4e, on fait un grand bond dans l'histoire, et on va vers Ludwig Steiner en 1961, et là, c'est le funnel que vous connaissez tous. Donc, je fais de l'awareness, je descends après sur la connaissance et je descends après sur le préférence et le liking et tous les modèles de la hiérarchie des effets, tout ce que vous avez vu à l'école. Pour moi, c'est ça les pères fondateurs. Mais qui sait aujourd'hui qu'on ça remonte à Aristote ? Presque personne. Alors qu'Aristote, vous pouvez encore l'utiliser. Et tous les discours des politiques sont fondés sur Aristote, finalement. C'est ça qui est génial. Oui, c'est ça qui est assez intéressant voilà. et qu'on ne voit pas tout le temps. Et pour Bernays, si je ne me trompe pas, c'est le neveu de Freud. Exactement, c'est le neveu de Sigmund Freud. Donc il avait à la fois, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait tant de connaissances, cet homme, c'est que donc il a entretenu une relation très étroite avec Freud. Donc c'est pour ça qu'il a pensé à susciter le désir chez les gens. Et il s'est beaucoup appuyé sur les travaux de 2 personnes qui sont peu lues aujourd'hui, qui sont Gustave Le Bon et Trotter, qui travaillaient sur la psychologie des foules. Donc c'est quelqu'un qui a impulsé l'apport de la psychologie, un des premiers, dans la communication. Comme ensuite on peut faire des gens comme Václavic par exemple. Voilà. Et du coup, alors, si la communication, c'est quelque chose qu'on peut vraiment remettre depuis l'Antiquité, et on peut vraiment faire une filiation, est-ce que l'autre grand frère ou le petit frère de la communication, le marketing, il a paru quand ? Enfin, concrètement, Alors, c'est beaucoup plus tardif. Hein. La communication est beaucoup, beaucoup plus ancienne que le marketing, puisque le marketing, finalement, il est né dans les années 1870, entre 1870 et 1930 à peu près. C'est là que va naître le marketing. Alors, il y a des traces de marque avant, hein. On voit à l'école les premières traces de marque, elles apparaissent dans l'Antiquité, exactement en Chine. Moins 2700 avant JC, vous avez des sceaux sur les poteries pour différencier les différents potiers chinois. Et donc, ce sont les premiers qui inventent les marques. Mais les techniques du marketing n'existent pas.
Et on fait vraiment un bond dans l'histoire jusque vers les années 1870, où là, vraiment, le marketing va commencer à se développer. Et c'est là que vont se développer les agences de publicité aussi. Parce qu'on pense quelquefois que la pub, c'est avant, mais non. La pub s'est développée en parallèle du marketing, avec les premières marques donc, qui sont déposées vers les années... La première marque en fait déposée, c'est Pear Soap. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, 1860. Unilever, les frères Lever déposent leur paquet de lessive en Angleterre en 1880. Donc le marketing, c'est anglo-saxon, d'où le terme marketing. C'est développé en Angleterre d'abord et aux États-Unis dans ces années-là, avec les premières marques déposées, les premiers emballages, les premiers designs des produits. Et peu de temps après, le développement des agences. Donc la première agence vraiment répertoriée, connue, c'est une agence aux États-Unis en 1841. Voilà. C'est la première agence vraiment officiellement créée. En France, on va attendre un petit peu, puisque nous, les premières agences, elles vont apparaître, la branche Havas Publicité, c'est 1921 ou 1920. Ouais, 1921. Et en 1926, c'est la création de Publicis. Et au départ, les agences de communication, elles vendent juste de l'espace. Elles ne créent pas. La création est faite dans les équipes des entreprises. Et les agences vendent de l'espace. Et puis après, ça va partir vers les agences. C'est un peu ça l'histoire. Et alors maintenant, est-ce que, parce que pendant très longtemps, on se dit, il y a peut-être des frères ennemis, même si on sent que le marketing et la communication font des pas ensemble, parfois on se dit, mais il faut vraiment séparer. Et aujourd'hui, avec tous les changements qu'on vit, finalement, comment s'articule la communication et le marketing ? Alors, il y a un point qui est important, c'est que les deux sont... Enfin, les deux, c'est-à-dire agence de communication et marketing, se sont développés finalement en parallèle, ont explosé en parallèle au début du 19e siècle, mi-19e siècle, on va dire. Donc, à cette époque-là, finalement, la communication par rapport au marketing, elle est vue comme une composante du marketing. Donc, parmi les outils que j'utilise et les techniques que j'utilise quand je fais du marketing, il y a une composante, alors on voit les 4 P dans le mix, il y a une composante qui s'appelle P en anglais, c'est promotion. Promotion, c'est en fait la communication en anglais. Et donc, dans le marketing, il y a une composante qui est la communication. Je définis des objectifs en marketing. Et après, ça se décompose en des objectifs en stratégie de communication. Voilà. C'est une composante parmi d'autres. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Donc, quand on fait des études de marketing, on fait aussi des études de communication parce qu'on est censé pouvoir passer de l'un à l'autre. Et moi qui ai fait toute ma carrière dans le market avant d'être prof, à la quarantaine, finalement, je faisais du marketing, je développais des produits et je faisais de la communication. Bon. Que je développais avec des agences. C'est pas moi qui développais la com, c'était mes agences, bien sûr. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on est à une époque charnière, vraiment, depuis une dizaine d'années, parce qu'il y a vraiment deux phénomènes concomitants. Il y a la digitalisation des usages. Et il y a le fait que tous les points de contact qu'on a se démultiplient de plus en plus, ce qui fait que la communication, qui n'était qu'une composante, elle devient vraiment, aujourd'hui, centrale. On ne peut plus faire de marketing sans faire de communication, et à tous les niveaux. Parce que ça doit fondamentalement changer même nos façons et nos méthodes du marketing. Le marketing, il a été inventé dans les années 1930, 40, 50. On ne peut plus faire du marketing comme on en faisait à cette époque-là, parce que les points de contact, ils ont changé. Donc fondamentalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, je vais prendre un exemple très simple, le plus marquant. Quand je fais du développement produit, le premier truc au départ dans la stratégie marketing, c'est que je développe mon produit. Donc, je fais un positionnement, je fais la segmentation, je fais du targeting, je fais un positionnement, puis je développe un produit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne vend pas simplement du produit. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour les gens, ils se baladent sur les réseaux. Et donc, il faut les faire adhérer à un discours qu'on raconte sur les réseaux pour qu'ensuite ils viennent aux produits. Donc, on commence par les faire adhérer à des idées, à des choses, avant de leur vendre nos produits. Donc, le plus important maintenant, le point d'entrée le plus important, c'est plus le produit qu'on vend. C'est comment est-ce qu'on fait venir les gens et on les fait adhérer aux valeurs autour de notre produit, finalement, et comment est-ce qu'on les fait adhérer à l'expérience. Donc le mot d'expérience va devenir plus important que le mot produit, et du coup la communication, qui était un des éléments du mix, va devenir le point central. C'est vrai aussi pour la segmentation. Moi j'apprends à mes étudiants, alors tu prends un marché, tu définis des segments de clientèle avec des besoins similaires. Sauf qu'aujourd'hui, le client, il se balade sur Internet, et puis je peux aller le chercher en temps réel, et lui proposer une offre qui correspond plus à lui que si j'avais développé un hypothétique besoin similaire pour des groupes de gens. Donc même le processus de segmentation, on l'apprend toujours aux étudiants, bien entendu, il est important, mais ça va changer, en fait. Et tout ça, ça ne va faire que se développer parce qu'il y a énormément de techniques aujourd'hui qui vont développer encore plus les points de contact qu'on a avec les consommateurs, et la communication, elle va devenir hyper centrale, même pour développer les produits. Quand je développe les produits aujourd'hui, je peux les développer en co-création avec le consommateur. Donc, je peux poser la question au fur et à mesure du développement au consommateur pour avoir un retour immédiat et développer des meilleurs produits qui satisfassent mieux avec des meilleures expériences clients.
Alors, parmi tous ces changements qu'on voit, et moi je voudrais qu'on s'attarde sur quelque chose que je trouve qui est de plus en plus vrai, que ce soit avec les chatbots ou les influenceurs, les marques cherchent vraiment à s'incarner. Et du coup, en fait, comment ce processus se met en place vraiment, et vous, avec votre regard de professeur, comment vous voyez ça, cette incarnation des marques? Alors, c'est vrai que donc le mot incarnation, c'est un mot qui est assez à la mode parmi les communicants. C'est un mot qui est beaucoup utilisé depuis ces dernières, on va dire dans les 10 dernières années, le mot incarnation. Parce qu'incarner une marque, c'est quoi? C'est la rendre vivante aux yeux des gens, c'est lui apporter de l'imaginaire, lui apporter un contenu fort, un contenu émotionnel, et valoriser les expériences que le consommateur peut avoir avec elle. Beaucoup plus que simplement être là pour vendre des produits. Si vous êtes juste là pour vendre des produits et des services, c'est moins intéressant que si vous êtes capable de créer une histoire et de raconter une histoire. Donc, la première incarnation, c'est tout l'aspect storytelling. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans que ça existe, à peu près, on va dire. Et c'est vrai que cet art de raconter des histoires, comme quand on est enfant et qu'on écoute un conte et qu'on part avec le conte, aujourd'hui, les marques, elles sont plus là pour peupler notre imaginaire, nous raconter des histoires et nous faire rêver que simplement venir avec une histoire de communication simple où je vous vends ma unique selling proposition, qui est un petit peu barbant quand même dans le monde d'aujourd'hui. Donc on est sur l'art de raconter des histoires auprès des marques déjà aujourd'hui, depuis 10 ans. Ça s'est poursuivi parce que finalement aujourd'hui, on est face à il y a une deuxième révolution, on va aller vers la troisième. La deuxième, c'est toute la stratégie conversationnelle sur les médias sociaux. On peut parler aux consommateurs, on doit lui produire des contenus engageants. Et ces contenus, pour que le consommateur il ait envie de s'engager par rapport à eux, il faut qu'ils soient intéressants. Si ces contenus, c'est juste pour dupliquer des messages sur mes nouveautés produits, le consommateur, il va peut-être faire like, mais il ne va pas s'engager, il ne va pas commenter. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il passe aux autres, qu'il transmette. Profiter du consommateur qui est là, qui m'a lu pour transmettre. Et puis aussi qu'il s'engage en commentant. Et puis, tant qu'à faire, qu'il commente de manière positive. Pour que ça arrive, il faut produire des contenus engageant. Et ça, du coup, ça demande la mise en place d'une stratégie conversationnelle qui doit être en ligne avec ce que je fais sur les autres canaux. Donc, c'est pour ça que tous les points de contact, les contact points qu'on a aujourd'hui se diversifient. Et c'est ça qui devient très compliqué, c'est d'avoir une stratégie marketing intégrée et que tout se réponde. Et je crois que le dernier enjeu très, très important et sur lequel nous, les chercheurs, on a pas mal de choses à faire, sur lequel je fais des recherches, justement, c'est l'étape suivante qui, pour moi, est comment la marque va s'incarner dans tout ce qui est chatbot. Et dans tout ce qui est finalement... les chatbots, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est des petits robots conversationnels. Quand vous allez sur la SNCF, par exemple, et que vous pouvez parler soit directement, vous avez des petites fenêtres, et c'est juste, on passe par Facebook Messenger. Donc c'est une messagerie instantanée qui vous répond. Donc ça vous fait du service. Ça peut vous vendre quelque chose à un prospect, ça peut accompagner l'achat, ça peut faire du service après-vente, ça peut tout faire. Sauf que c'est un robot. Et sauf que les gens, ils pensent que c'est une personne. Donc, vous pouvez faire ça soit avec le texte uniquement, et beaucoup des petits robots qu'on a conversationnels pour l'instant sont des robots textuels, mais vous pouvez faire ça aussi avec la voix. Donc vous pouvez incarner votre marque, qu'elle devienne une vraie personne. Donc ça crée toutes les questions justement de l'identité, comment cette marque va s'incarner aux yeux des consommateurs, elle va avoir un genre, elle va peut-être avoir un nom. Par exemple, Dior, ils ont fait un chatbot qui s'appelle Dior Insider. Chez Mythique, le chatbot, c'est Lara, c'est une femme. À la SNCF, le chatbot, c'est une femme aussi, c'est Mona. Donc, il faut choisir le genre, il faut choisir le nom, il faut choisir comment cette personne va répondre, avec quel ton, autoritaire, plutôt sympa, plutôt cool ou plutôt très professoral. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui doivent être aussi complètement conformes avec la promesse et le positionnement de la marque. Donc, tout ça, ça va démultiplier finalement l'importance de la communication. C'est pour ça que maintenant, je pense que la communication est centrale. Et dans les programmes qu'on donne aux étudiants aujourd'hui, la communication a beaucoup, beaucoup plus de place que ce qu'elle avait il y a 10 ans. Elle devient un pivot. Merci beaucoup pour ces premiers éclairages sur le monde de la communication. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des précisions à demander ou vous voulez échanger un peu plus tard? Oui. Attention. Hein. Oui, donc Christophe Capet, donc, de la SNCF. Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est remarquable ce que vous faites. Donc, moi, plus particulièrement, je suis responsable communication au niveau du CFA, du Centre de formation des apprentis de la SNCF. Ouais. Et effectivement, la SNCF a été primée pour son chatbot cette année. Ouais. Et effectivement, c'est un outil qui, je pense, va devenir incontournable.
Bah, c'est oui SNCF, plus exactement. beau. C'est le plus beau de tous. Merci Un bien. point de vue extérieur, c'est le plus beau. Donc c'est très bien que vous ayez été primé parce qu'il est vraiment remarquable. Et c'est une source d'inspiration. Pour avoir travaillé récemment avec des marques de luxe qui se posent la question sur comment on y va, parce que les marques de luxe sont en train d'essayer beaucoup d'y aller. Elles regardent toutes, elles scrutent ce que fait la SNCF. Et voilà. On sert de modèle encore. Bon, bah voilà, C'est ça. félicitations. Merci. Pas pour tout. Bah, merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Alors, du coup, on va passer au monde de l'édition, qui est un monde en cette saison de prix littéraires qui intéresse beaucoup de monde. Donc, je demande à Sandrine Decoeur de me rejoindre. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, vous êtes directeur de la stratégie digital. Marketing. Donc je fais du digital, je mets le digital au cœur entre le marketing et la stratégie. D'accord. Voilà. Pour le groupe Humaine 6. Pour le groupe Humaine 6, qui est un groupe d'édition qui a été fondé en décembre 2016 lors du rassemblement des presses universitaires de France et de Belin, la marque historique des livres d'éducation. Voilà. Et depuis, on a cheminé. Donc on a 11 maisons d'édition comme Que sais-je, Presse universitaire de France, Belin Éducation. On a créé les éditions de l'Observatoire sur les essais documentaires. On a racheté les éditions des Équateurs en littérature générale. On a 3 médias que sont Pour la science, Cerveau et Psycho. Et Pour l'écho qu'on a lancé en septembre. Et on a des services numériques, notamment avec la société Gérip qui développe des solutions numériques pour lutter contre l'analphabétisation et les maladies en 10. Et on fait aussi des plateformes de e-learning. Voilà. Donc on est une société de 200 personnes, 200 collaborateurs, avec énormément de marques sur 3 activités. Donc le livre, les médias et les services numériques, autour du savoir et de la connaissance. Et donc c'est une maison qu'on connaît bien quand même via les PUF entre autres, Voilà. ou Belin dans le secteur de l'enseignement supérieur. Juste revenir peut-être sur le secteur de l'édition, parce que nous on ne connaît pas forcément ce que ça représente ou quels sont les acteurs principaux peut-être du secteur de l'édition. Je préfère comme ça une petite... Alors le marché de l'édition en France, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui se diffusent en librairie et sur d'autres canaux de vente. C'est un marché qui est à la fois très concentré dans des groupes très, très importants comme Hachette Livre, Editis, Média Participation et Humaine 6. Et c'est un marché aussi où la culture entrepreneuriale est très dynamique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de petites maisons d'édition spécialisées, parce qu'en fait, il y a pour devenir éditeur, finalement, il y a peu de barrières à l'entrée économique. On peut lancer une maison d'édition sans avoir un gros capital de démarrage. Donc c'est un marché qui est très vivant en France. Il y a énormément d'auteurs, énormément de productions. Donc on est sur un marché de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est comme un petit marché, plutôt stable. Donc quoi qu'on en dise, en fait, en termes de valeur, c'est un marché qui fait -1, +1 en fonction des années, en fonction des fameux best-sellers. Donc c'est pas un marché en forte décroissance comme on pourrait le penser et en forte mutation, mais c'est un marché qui se transforme et notamment les groupes bougent et avancent sur toutes les stratégies digitales et marketing et repensent un peu leur façon de communiquer et de faire du marketing. Ça devient assez essentiel. Surtout que c'est un marché en fait où la production éditoriale, les nouveautés sont d'année en année toujours plus nombreuses. Donc la question, c'est sur un marché étal en fait, comment donner plus de visibilité à ces productions, et donc les éditeurs là rentrent en concurrence sur en fait comment sortir le bon titre, le présenter à la bonne personne au bon moment, quel que soit le canal de diffusion commerciale. Donc c'est un secteur qui est très dynamique. Et justement, en fait, quand on pense à l'arrivée du numérique, tout de suite, il y a eu des cris partout en se disant « Ah, mais le numérique, c'est les antipodes de l'édition ». Mais comment ce monde de l'édition s'est transformé, en fait ? Comment est-ce que depuis quelques années, ça a évolué ? Alors en fait, le marché du livre et le monde de l'édition a été un des premiers marchés à se faire disrupter. C'est un mot qui n'est plus très à la mode, mais à se faire disrupter. C'est-à-dire qu'Amazon est arrivé en 98 et a transformé la façon d'acheter du livre. Aujourd'hui, le e-commerce, et on est tous, même si on adore la librairie, on achète tous des livres rapidement. Sur Internet, surtout quand on en a entendu parler ou vu une analyse ou une critique ou un commentaire sur un livre qui cite, notre premier réflexe, c'est de googler
et de trouver le livre. Et on a pris l'habitude de se faire livrer le livre chez soi en moins de 24 heures. Et donc, c'est aujourd'hui Amazon qui rafle tout le marché du e-commerce. La vente de livres sur Internet représente entre 20 et 30% du marché. Après, il y a les réseaux de retail, donc Cultura, les Furets du Nord, qui sont très, très dynamiques. Et il y a les libraires indépendants qui, sur le marché français, en fait, il y a une structure un petit peu particulière parce que culturellement, on est très attaché à nos libraires, qu'il y a énormément de librairies en France sur tout le territoire, notamment dans les grandes villes. Donc, on a, nous, en tant qu'éditeurs, 3 relations à inventer, à créer, à faire évoluer avec nos 3 gros distributeurs que sont les libraires indépendants, les réseaux de retail qui sont très organisés et le e-commerce, sachant qu'aujourd'hui, le e-commerce, il est majoritairement occupé par Amazon. Et donc, on est tous les éditeurs sont très dépendants des relations commerciales avec Amazon. Donc, on essaye tous de sortir de cette dépendance d'Amazon avec différentes stratégies. Oui, du coup, on a vu, par exemple, les libraires indépendants parisiens sont réunis sous une marque des librairies indépendantes en essayant de concurrencer. C'est vrai que c'est quand même des choses qui sont très, très complexes. Et d'un point de vue organisationnel au sein du monde de l'édition, au sein d'une maison comme Imensis, est-ce que le numérique a aussi changé les choses dans l'organisation, un process, je ne sais pas. Alors, là où le digital et la communication digitale ont bougé les choses, c'est que historiquement, en fait, le livre se basait sur les relations publiques. C'est-à-dire le marketing du livre est très ancré dans la relation publique et culturellement et historiquement dans la relation presse. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, l'une des problématiques du média et de la presse, en France et dans le monde entier, c'est que l'audience est structurellement en décroissance de moins 10% par an. Et de ce fait, dans le milieu du livre, parce qu'on s'appuyait tellement fortement sur les relations publiques, sur la valorisation des auteurs, de celui qui était à l'initiative du livre, qu'on envoyait en communication, et que ce marché est en train de décroître fortement, c'est-à-dire il n'y a plus des canaux d'influence qui peuvent porter la voix d'un auteur. Ce marché est en train de décroître fortement. Tous les éditeurs sont en train de se creuser le cerveau assez rapidement parce qu'en fait, on n'a plus le même impact sur la vente de nos livres. Et ça ne va pas se retourner en 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que c'est une tendance lourde. On achète beaucoup moins de médias qu'avant, à titre personnel, parce qu'on est beaucoup plus happé par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, par le média gratuit sur Internet. Et on voit dans nos usages au quotidien, en fait, nos façons d'accéder au savoir, à la connaissance, à une recommandation ont complètement changé. Donc, dans les années 80, on avait 3 chaînes de télé, 10 grands médias quotidiens, et c'est comme ça qu'on s'informait. Aujourd'hui, en fait, on est sur notre smartphone. C'est même pas on est sur Internet, c'est qu'on est sur notre smartphone et que la communication digitale, en fait, est structurée par un oligopole. Et en gros, il y a le groupe Facebook, le groupe Google, Alphabet, et il reste 10 à 20% du marché, de l'audience, pour les autres. Et toutes les marques, en fait, sont en train d'essayer de développer des audiences au sein du groupe Facebook avec Facebook, Instagram, au sein du groupe Alphabet avec toutes ces méthodes de moteur de recherche. Et on est hyper dépendant en communication. C'est-à-dire que nous, la stratégie qu'on a mis en place au sein du groupe Imensis, c'est se dire on établit des liens directs indépendants des GAFA, des liens directs avec nos lecteurs. Et pour ça, en fait, le seul média qu'on a en direct, qui est un média facile à mettre en œuvre, qui a les mêmes règles depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de changement d'algorithme, c'est l'emailing, le newsletter. Vous croyez, parce qu'on annonce toujours la mort de l'emailing régulièrement. Ça fait 20 ans depuis que ça existe. On se dit toujours, c'est mort, il y a un nouveau truc qui arrive, on oublie. Donc finalement, l'emailing reste quelque chose qui est pour vous au cœur de... Nous, sur nos cibles, nos lecteurs, c'est plutôt des lecteurs plus de 25 ans, plus de 30 ans. Sur nos cibles, l'emailing est particulièrement privilégié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand une marque adresse une newsletter à quelqu'un, elle arrive directement sur son smartphone, donc c'est ouvert à 50-60% sur le smartphone, dans sa poche, au creux de sa main. Donc dans un environnement concurrentiellement complètement protégé, puisqu'il n'y a pas, comme sur Google ou sur Facebook, des marques qui peuvent s'immiscer dans nos messages. Donc on est super protégé. Donc nous, en termes économiques et de mesures d'impact, c'est le vecteur principal de nos stratégies de marketing et communication. Et en plus, on a la culture dans les groupes d'édition, tout le monde sait écrire et tout le monde écrit. Donc la production de contenu pour générer une audience de qualité, une audience captive,
est facile pour nous. Et donc, du coup, on lance des verticales via emailing. Notamment, là, on a lancé une newsletter hebdomadaire, Humaine Science, à l'occasion de la création d'une nouvelle maison d'édition. Et une fois par semaine, tous les mardis soirs, on a une newsletter dédiée à la science avec une sélection d'articles, un petit mot d'Étienne Klein. Voilà. Donc, et on anime notre communauté comme ça. Via la newsletter. Via la newsletter. Et d'un point de vue, alors peut-être qu'on peut se plonger plus dans l'organisation de la maison si vous voulez. Ou je ne sais pas. Oui, tout à fait. Parce que moi, je trouve ça intéressant de voir comment en fait vous avez réussi à migrer le groupe vers un groupe assez dynamique, avec finalement une méthodologie interne qui est agile et peut-être que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu plus. Alors, nous, l'histoire de notre petit groupe, c'est fin 2016, on fusionne, on rassemble avec les joies qu'on peut s'imaginer à vivre dans une fusion. Donc, on a une culture et un ADN très fort sur l'humanisme et la bienveillance. Donc ça a été assez super. Et ce qui a permis, lors de la création de ce groupe, de créer une petite entité qui fait avancer tout le monde sur le digital. Et on travaille quasiment en interrelation avec les équipes marketing et communication dans chaque marque. On est une forme de prestataire de service où on peut être à l'initiative d'innovation, mais on accompagne et on aide. Et donc, on forme sur certains projets d'innovation autour du digital. On fait des petites équipes collaboratives avec ceux qui ont bien envie. On part vraiment du volontariat, ce qui permet d'avancer vite. Et on se rend compte qu'en faisant des petits pas, des petites équipes très agiles, en fait, avec des compétences partagées, on donne envie aux autres. Parce que quand les projets sortent, en fait, les autres se disent « Ah oui, nous, on a aussi envie de faire ça et on va le déployer chez nous. » Ça, c'est une première façon de faire qu'on a mis en œuvre depuis 2 ans assez naturellement, parce qu'il n'y avait pas une grosse organisation matricielle très figée, parce qu'on était en construction et on est toujours en construction sur le sujet. Et après, on a quand même un gros enjeu sur le digital, c'est que le digital coûte très cher. En techno, en méthodo, en agence, il faut construire. Donc, on est obligé à un moment de se dire, on mutualise, on industrialise toute la partie technologique du digital. Et donc ça, c'est assez centralisé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on infuse et on diffuse. Et là, je reprends une expression de Maud Bailly. C'est-à-dire qu'on est une petite équipe compétente, on travaille avec des agences expertes. Et ce qu'il faut, c'est faire avancer tout le monde sur le sujet. Donc, on est vraiment comme un sachet de thé qui infuse en faisant des projets. On passe par le faire, en fait. On passe pas trop par les présentations, les plans stratégiques et les axes orientation. On passe plutôt par le faire. On se met d'accord, on est d'accord, on y va. Et ça donne valeur d'exemple et ça se propage. Et quand on est dans l'échec de ce qu'on a fait, on rame, on se dit, bon, c'est peut-être pas la bonne voie. Est-ce qu'on continue à s'acharner sur le voie? Parce qu'on a beaucoup d'échecs et il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme on aurait prévu. Mais on évite de passer par des plans, en fait. On a des axes stratégiques sur le digital et le marketing qui ont été fixés, en fait, à la création du groupe, qui vont durer 3 à 5 ans. Et là, on est en phase de construction. Et donc, chaque année, on se remet un petit peu en cause sur ces axes stratégiques. Et en fait, on se rend compte qu'ils bougent pas parce qu'en fait c'est vraiment des visions macro. Voilà, développer, je peux vous en parler en fait, c'est développer le business transactionnel en direct, non pas pour conquérir des parts de marché, mais pour avoir récupéré la donnée utilisateur, développer la relation directe au lecteur final, et ça, quel que soit le canal de vente. Donc on est vraiment sur des stratégies, les fameux ATAWAD, c'est-à-dire que notre lecteur, notre fameux gros lecteur qui aime sa maison d'édition, quel que soit le lieu où il se trouve, il doit pouvoir trouver le livre sur son smartphone, en librairie, dans la rue, partout. Mais c'est lui qui a l'initiative de je veux cet ouvrage, je veux découvrir la pensée de cet auteur. Et le troisième axe, c'est l'industrialisation, la mutualisation pour pas avoir des projets dans tous les sens qui sont épuisants et qui n'ont pas d'impact. Donc on est très rationnel. Voilà. Ça, c'est les trois façons de mener la transformation culturelle, digitale et marketing dans le groupe. Et qui en fait passe aussi par la création d'une librairie comme la librairie des presses universitaires de France, qui au moment de son ouverture avait fait parler d'elle parce qu'il y avait cette possibilité d'imprimer quasiment un livre à la demande. Comme ça permettait à la librairie de ne pas avoir toutes les collections, mais de l'imprimer quand on vient. Et donc du coup, ça avait quand même marqué les esprits à l'ouverture. Il y avait eu vraiment tout le monde en parlait, ce qui est génial. Mais du coup, si on devait faire un peu de prospective,
on irait vers où pour vous, les 2-3 pistes pour la prospective pour le monde de l'édition? Pour le monde de l'édition, je pense que c'est un marché qui est assez stable et donc qui doit permettre aux groupes d'édition de prendre... c'est un marché qui est stable, un métier qui est connu et ancré, qui pour l'instant, comme c'est un petit marché, il n'est pas prêt de se faire complètement disrupter par des acteurs, des startups qui leveraient des millions d'euros pour rentrer sur ce marché, parce qu'en France, c'est un marché de 5 milliards, donc je ne sais pas qui ça peut intéresser. Non, mais c'est vrai. Et puis, on s'est déjà fait disrupter sur une partie de la chaîne de valeur par Amazon. Mais en revanche, c'est un marché culturel qui est en train de se développer, parce que quand on voit un grand groupe comme Vivendi racheter le groupe Editis, et Hachette, qui est le pilier de développement de la stratégie de recentrage sur le livre, une des problématiques aujourd'hui, c'est que le marché du média est très très compliqué. Et le livre étant un média, en fait, c'est un marché qui est encore très stable. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Et moi, c'est pour ça que j'adore être dans ce secteur-là. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, tout en étant, en fait, on sait très bien que l'avenir du livre se fera dans le livre papier, dans le livre. Oui. Ça, c'est une conviction très forte. Oui. On garde le papier. C'est comme l'email, c'est pas encore mort, quoi. Voilà. Même si on dit non, mais tout le monde veut t'enterrer tout le temps. Il y a plein d'innovations dans tous les sens, etc. On sait que pour l'instant, ça a fait beaucoup de flops dans le milieu de l'édition. Voilà. Donc, non, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur le secteur de l'édition? Si vous voulez en savoir plus? Non? Vous savez tout? Ah, c'est une question tout au fond. J'ai pas le micro. Il est parti. Il est mort. Une question rapide. Oui. Vous disiez que le marché est stable, et donc par rapport à... Mais vous disiez qu'en même temps, il y a une multiplication des productions, et il y a une question de coût de production, de création de contenu pour rester en contact et pour aller chercher les droits. Et donc, même si le marché est stable, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous voyez en termes de dépenses, en fait? Alors, le marché est stable avec une production des nouveautés en croissance, ce qui fait qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a le marché qui est tiré par quelques best-sellers. Hein. Donc, par exemple, quand il y a un nouvel Harry Potter qui sort, qui est traduit dans tous les pays, ou un nouvel Astérix, en fait, ça tire le marché parce que c'est des gros best-sellers que tout le monde achète. Après, c'est une économie quand même, c'est un marché économique qui fonctionne sur la baisse des coûts de production, d'impression et d'édition du livre. Aujourd'hui, par exemple, nous, notre groupe, donc on a toute notre chaîne de production et d'impression qui est imprimée quasiment à la demande, avec des algorithmes qui prédisent en fait le stock sur les 10 premiers jours, le stock nécessaire sur les 10 prochains jours. Et on imprime juste ces quantités. Ça, c'est pas pour... en fait, au lancement des livres, on fait des quantités d'impression en stock, donc avec un investissement sur le produit, mais après, on est en flux tendu complètement sur le stock. Ce qui a changé en fait l'économie de l'édition. Et du coup, le poids le plus important en fait, pris dans la diffusion du livre par le e-commerce permet de remonter des vieux titres, en fait, et des titres qui ne sont pas dans la nouveauté. Donc l'édition, le marché de l'édition fonctionne sur deux jambes. Les titres longs, ce qu'on appelle de fond, en fait, qui sont sortis il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, qui sont encore sous droit, et les nouveautés qui dynamisent le marché, mais c'est pas, on est plutôt sur un équilibre moitié-moitié, en fait. D'où l'importance d'avoir des stratégies pour les groupes d'édition, d'acquisition et de concentration, parce que quand on rachète une maison d'édition, on rachète tout son catalogue, et c'est un business de gestion de droit, en fait. Voilà. Et donc, on est dans un environnement qui est en phase de concentration, là, avec du rachat de maisons d'édition, du recentrage de stratégies sur les contenus. Et l'édition, en fait, c'est un marché de contenu, en fait. Nous, on met le cœur de notre métier, c'est de mettre du contenu sous droit, ce qui est l'antithèse du digital, parce que dans le digital, tout le monde produit du contenu gratuitement, sans droit et sans se poser la question, mais ce contenu exclusif que j'ai produit, pourquoi je n'en retire pas de bénéfices? Et ça, c'est des questions qui sont en train d'arriver. Donc l'édition, de fait, en fait, c'est de la gestion de droits d'auteur et de création intellectuelle, en fait, qu'on peut revendre à d'autres maisons d'édition en d'autres langues. On peut revendre les droits audiovisuels à des sociétés de production audiovisuelle. Voilà, donc il y a une déclinaison aussi, et il y a un revenu assez significatif qui est issu de cette gestion de droits. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine.
Bonjour. Yann Riveau-Alain. Je parlerai moins près. C'était juste un constat que je voulais partager et je voulais avoir ta validation. Si Amazon a 30% du marché, normalement quand Amazon a 30% de marché, c'est lui qui dicte le prix. En France, le prix n'est pas dicté puisqu'il est fixé. Donc s'il est fixé, c'est qu'en fait Amazon doit avoir des marges démentielles sur le bouquin en France. En fait, le marché en France de l'édition est un marché assez régulé. Tout le monde c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre et tout le monde s'aligne. Et après, en fait, avec chaque distributeur, on négocie sa fameuse commission, rétrocession. Et c'est vrai que la difficulté avec Amazon, qu'ont toutes les maisons d'édition, tous les éditeurs, c'est ce bras de fer. Et je pense dans aucun secteur, mais les très grosses multinationales comme L'Oréal, Henkel et autres, ont suffisamment de poids pour négocier avec Amazon. Parce qu'on ne peut pas refuser à un commerçant de diffuser vos livres. Donc, on est conscient que la vente du livre passe pour un tiers, 30% par le e-commerce, pour l'instant qui est fortement occupé par Amazon, majoritairement. Nous, on a depuis 4 ans, depuis 2 ans, déployé des stratégies de vente directe et des stratégies alternatives pour continuer à maintenir, à développer une forme d'autonomie à Amazon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché du livre est un marché d'offres. Donc, plus on est diffusé, plus on diffuse son catalogue partout. Et là, on retrouve des stratégies e-commerce standards. Hein. Plus on diffuse notre catalogue partout, en fait, plus on servira le lecteur final. Qu'il aille sur Amazon, qu'il aille directement sur Google, qui est en train en France de déployer sa marketplace. Donc, bientôt, on va pouvoir acheter directement un produit en restant chez Google, pas en allant chez un marchand, ou qu'il aille chez Amazon. Voilà. Une question, j'ai passé le micro par là-bas. Merci. J'ai juste une question en vous entendant. C'est effectivement aujourd'hui Amazon rafle 30% du e-commerce parce qu'il y a une stratégie de distribution. Comme vous disiez, je commande un bouquin, dans les 24 heures je l'ai. Donc comment s'organisent effectivement les groupes d'éditeurs ou comme vous pour concurrencer cette stratégie de distribution? Ou est-ce que vous amenez finalement par vos stratégies différenciées à faire venir le lecteur dans vos maisons d'édition et aller acheter le livre? Ou alors vous organisez comment vous vous organisez sur la distribution finalement pour arriver à tenir et à faire que la personne dit moi sur Amazon, moi je le vis 100 fois sur d'autres produits, je me dis quand même c'est pas mal d'avoir chez soi en 24 heures un truc que j'ai commandé. Ouais. J'ai pas à attendre plusieurs jours. La promesse la promesse consommateur d'Amazon est très très forte en fait. Nous on a ouvert, pour chacune de nos maisons d'édition, on a ouvert des sites de marque proposant le e-commerce. Et on a je vais dire des secrets là, on a un POC qui a été fait avec la librairie des puffs, le site puff.com et la librairie des puffs, où on permet le fameux click and collect qui est déjà très culturellement déployé, notamment pour toutes les marques de mode, de retail en fait, qui font la passerelle entre leur site de marque qui permet le e-commerce et aller chercher son objet en point de vente. Donc on a lancé un premier POC sur le site puff.com. Il est possible d'aller retirer en fait sa commande à la librairie des puffs, 60 rue Monsieur le Prince, qui fonctionne très bien. Et donc, on a des voies, en fait, où on récupère la donnée utilisateur, on récupère le contact, même si c'est pour une part, pour l'instant, pas très significative du chiffre d'affaires d'ensemble, mais qui nous permet d'avoir la fameuse donnée du gros lecteur et de récupérer le contact direct avec les passionnés, ce que j'appelle les passionnés de nos maisons d'édition. Et en fait, c'est dans le livre se vend beaucoup par bouche à oreille. Si vous êtes un gros lecteur, vous vous informez directement en fait de ce qui sort sur vos réseaux sociaux, dans des communautés très spécialisées. Si vous n'êtes pas un gros lecteur, en fait, vous avez toujours autour de vous un copain qui lit beaucoup. Et avant de partir en vacances, vous lui demandez « Tu me recommandes quoi à lire pour cet été ?» en fait. Donc le bouche à oreille est un vecteur très puissant de vente du livre. Et donc ce qui fait que nous, notre enjeu, c'est pas tant
de récupérer en direct le e-commerce, parce qu'on a à peu près, en termes de marge nette livrée client, la même rentabilité qu'on vende par Amazon, par un libraire ou par un réseau retail, ou même en direct, en fait. L'enjeu, c'est de capter, en fait, ces gros lecteurs qui sont les lecteurs les plus engagés auprès de nos marques, pour bien les connaître. Et aujourd'hui, on a quand même des méthodes pour faire de la publicité sur des cibles comparables. À partir du moment où on a un échantillon significatif de son clientèle, on peut dupliquer les modèles et aller chercher en termes publicitaires un impact pour chercher les gens pareils, les gens similaires, les fameux look-alike. Voilà. Donc ça, on est plutôt sur ces stratégies, parce que construire, alors que nous, un éditeur, c'est un fabricant de produits en fait. Construire des stratégies de vente directe et d'entrée sur le marché en direct, aujourd'hui, j'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est très coûteux pour des maisons d'édition. Ça se fait beaucoup dans la cosmétique, où des grands groupes ont des stratégies de rentrée en vente directe, mais c'est une transformation qui est quand même culturellement très très lourde, parce qu'en fait il faut changer de posture, il faut partir de la posture, quitter la posture de je fais des produits, je les mets sur les marchés et après j'envoie du marketing, à passer sur je me mets en relation directe et je fais de la vente directe avec toute la culture de la VPC, du marketing direct, du CRM de manière très puissante. Donc c'est quand même des transformations qui sont très lourdes. Donc nous on le fait doucement. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'être en connexion directe avec notre cœur de cible et de ne pas aller plus loin. On le laisse à Amazon, on le laisse à la Fnac, parce que le e-commerce est un marché extrêmement concurrentiel. Une question, désolée. Notamment sur Amazon. On voit aujourd'hui quand même que Amazon élargit son champ d'intervention, puisqu'il est certes distributeur, mais aujourd'hui, il donne l'opportunité au grand public, finalement, de produire et de vendre sa propre production, c'est-à-dire que vous avez tout un service sur Amazon qui permet à n'importe qui de publier son bouquin en format numérique. Donc, je ne suis pas certaine de la qualité, mais bon, après, je ne suis pas critique littéraire. Aujourd'hui, est-ce que Amazon va dans une stratégie à la Netflix, c'est-à-dire qu'à la base, je distribuais du contenu et aujourd'hui, je vais en produire et quelque part, je vais prendre le pas sur ces maisons d'édition? Ou est-ce que c'est une stratégie, selon vous, opportuniste et que le meilleur gagne en fonction finalement des meilleures ventes et de la diffusion qui peut se faire? Alors, on ne sait jamais, c'est très compliqué de décrypter les stratégies à long terme d'Amazon. Son métier historique, Amazon, en fait, c'était de vendre du livre. Aujourd'hui, ils font du cloud, c'est une multinationale énorme qui fait énormément de métiers différents. La position sur l'auto-édition d'Amazon, c'est une position hyper rationnelle. C'est de se dire, on a la chaîne logistique, on a l'audience de lecteurs du livre, pourquoi on n'irait pas chercher des autres? On sait imprimer puisqu'on a nos chaînes d'impression. Il nous manque rien en fait pour rajouter la brique en disant en fait on va aller séduire des auteurs en disant vous n'arrivez pas à être édité dans des maisons d'édition qui sont plus sélectives, venez chez nous. Et puis ça coûte rien et on est vraiment dans la culture de l'UGC, de la création de contenu par l'utilisateur, sauf que là il y a une mise sous droit qui est faite. Et du coup à partir du moment où en fait en auto-édition sur Amazon, les ventes décollent. Ce qui se passe, c'est que les groupes d'édition et les maisons d'édition vont négocier les droits pour diffuser plus amplement et plus largement. En mettant. Donc c'est peut-être une façon de tester le marché. Voilà. Et sachant que moi j'ai une conviction assez forte sur Amazon, c'est que en étudiant en fait la rentabilité de la vente d'un livre sur Amazon, c'est pas forcément très rentable, même pour Amazon, qui doit avoir des coûts par rapport à ses volumes de e-commerce assez bas. En revanche, c'est une stratégie d'acquisition client pour eux qui est phénoménale, puisqu'ils ont Amazon met à disposition en vente la totalité des ouvrages, par exemple sur Amazon.fr, disponibles en France. Il y a tout, vous trouverez tout. Voilà. Conclusion. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe au secteur de la mode. Et j'accueille Yann Rivaud-Allan, qui est cofondateur de The Other Store. Peut-être qu'on va commencer par présenter The Other Store. Alors pour aller très vite, The Other Store, c'est une société que j'ai créée avec deux associés, David Sobel et Candice Delorme, il y a maintenant 10 ans. Notre métier, c'est très simple, c'est qu'on sait faire tout ce qui existe sur le web et en e-commerce. C'est-à-dire on sait créer le site, gérer la logistique, gérer les photos, gérer les services clients, gérer le trafic, et après on s'est développé aussi sur l'omnicanal et les marketplaces.
Donc quand vous allez sur des marques comme Naf par exemple ou Gérard Darel, on est capable pour elle de gérer tous les métiers qu'elle désire nous déléguer à ce moment-là. Alors pour commencer, parce j'aime bien commencer par un panorama, quand c'est des secteurs qu'on ne connaît pas forcément, quelles ont été les principales transformations du milieu de la mode et du secteur de Alors la la mode grande transformation du secteur de la mode, c'est Boussicaut avec le bon marché. Alors tu vas voir pourquoi en fait je fais ce parallèle. Boussicaut sort le bon marché avec un vrai et grand changement, c'est il propose un prix. D'ailleurs, le prix est affiché. Comme le prix est affiché, les gens se disent c'est le meilleur prix, puisque le prix est fixe. Et à ce moment-là, ça peut tout transformer, puisqu'on peut faire du merchandising, on peut faire des soldes, on peut faire des promos. Et donc, on arrive à avoir un magasin sur lequel non seulement on a la sensation d'avoir le prix le plus bas, mais en plus, on peut avoir un merchandising innovant. Deuxième point, c'est qu'il met en plus aussi une logistique beaucoup plus importante. Il y a des carrioles, par exemple, qui vont livrer les gens directement aussi devant le bon marché. Et troisième point aussi, c'est un magasin qui est encore plus grand que celui qu'on peut avoir maintenant. Pour un Paris qui fait à peu près 2 millions d'habitants, à contrario de 10-12 maintenant. Donc, il faut imaginer un bon marché 6 fois plus grand que ce qui peut être maintenant. Donc, si je reprends, c'est le plus grand stock du monde, c'est une logistique innovante et c'est prix le plus bas. En fait, c'est Amazon. Voilà. Donc, entre Amazon et Boussicaut, il n'y a pas grand changement. Donc, le commerce a eu un grand changement à ce moment-là. Et puis, la vraie transformation, c'est plutôt dans l'ensemble de la zone de chalandise, où le bon marché, c'était bien sûr Paris. Avec Amazon, on a tout le monde occidental. Ça, c'est le premier vrai changement plutôt dans l'accélération dans la zone de chalandise. Sur le reste, en fait, il n'y a pas de changement. La vraie transformation, et qu'on voit vraiment en fait en ce moment, tout simplement avec les gilets jaunes. Alors, tu vas me dire, il est où le parallèle? Voilà, parce qu'il y a, à part vendre des gilets jaunes, c'est la seule efficacité. Il y a aussi les masques, aussi en fait. Anti-bombe lacrymo, mais voilà, c'est les deux bestes de l'été, de Noël quand même, parce qu'il n'y a personne qui va dans les magasins. Donc, ni en e-commerce d'ailleurs, on n'a rien récupéré, je vous le dis, ça a pété l'ambiance plutôt que développer les ventes. Donc, c'est quoi le grand changement? Le grand changement, c'est ce qu'on peut appeler la multitude. C'est un bouquin passionnant par Henri Verdier et Nicolas Collin qui s'appelle L'âge de la multitude et qui montre comment on est passé d'une économie de masse où on avait le top avec le journal de 20h qui nous donnait l'information. Et puis nous, la masse, on écoutait Claire Chazal très gentiment à 20h le dimanche soir avec le spot télé qui était très cher. Et donc, toute cette fabrication de masse, toute cette consommation de masse et toute cette communication de masse, on l'avait à ce moment-là. Et on était ravis de la même façon d'aller dans les Champs-Élysées, dans toutes les grandes artères, nous, en masse, rentrer dans les magasins et faire le chiffre d'affaires. Donc, ce qui faisait le succès d'une marque, c'était simple, c'était son réseau immobilier. Voilà. Et donc, tous les grands succès, par exemple français, qu'on a Célio, Etam et ainsi de suite, c'est chaque fois des très grands parcs immobiliers. Or, avec l'arrivée du Web 2.0, et donc ce qu'on peut appeler la multitude, d'après Verdier et Collin, c'est qu'à ce moment-là, les grandes entreprises qui se développent, ce ne sont pas des entreprises qui ont ces parcs, qui gèrent la masse, c'est des entreprises qui savent travailler avec la multitude. Donc Facebook, le plus grand média du monde, mais qui ne crée aucun contenu. C'est Airbnb, évidemment, la plus grande chaîne d'hôtels aussi, mais qui n'a pas d'hôtel. Et donc, si je reprends ce point, qu'est-ce que ça change dans le secteur de la mode? Un premier sujet qui est simple, c'est qu'enfin, les présidents savent ce qui se passe dans leur réseau. Avant, on était président, on avait un réseau de boutiques, ça pouvait gueuler tant que ça voulait dans chacune des boutiques, on ne le savait pas. Là, maintenant, avec Facebook, depuis 10 ans, on sait ce qui se passe. Donc, ça a amené une vraie transversalité au sein des entreprises, avec un cas de conscience qui est « Ah, merde, il y a un client ». Alors qu'avant, même maintenant, on ne s'en préoccupe pas plus que ça. Parce que ce qui est important, c'est le produit. Le produit, c'est vraiment les trois mots en fait, redondants en fait, chez chacun des créateurs, qui est très important. Évidemment, si le produit est naze, on ne va pas le vendre. Mais s'il n'y a pas de clients, ça ne va pas marcher non plus. Et c'est en partie grâce aux réseaux sociaux qu'on a découvert qu'il y avait des clients. Le deuxième, c'est qu'on est passé à un moment où les clients sont devenus aussi des influenceurs. Alors, il y a deux types d'influenceurs qu'on connaît, toutes les Instagrammeuses, ainsi de suite. Et puis après, chacun d'entre nous, qui décidons aussi de faire le succès ou la perte de ces entreprises. Et donc, ces influenceurs, ça crée les nouvelles marques qu'on est en train de voir en ce moment, qui sont en train d'émerger. Je pense à des rouges, par exemple, créés par une Instagrammeuse, Jeanne Dalmas, ou de l'autre côté, toutes ces sociétés comme, par exemple, Bonne Gueule, qui travaillent, ou Horace, aussi dans l'homme, qui travaillent avec la communauté de façon à pouvoir faire émerger des produits de qualité, une communication de qualité, des avis, et faire que la marque est co-gérée, en fin de compte, chaque fois avec ses clients.
Et c'est la grande transformation sur laquelle les marques actuelles sont complètement perdues, parce qu'elles continuent, saison après saison, à faire de plus en plus de produits, avec de plus en plus de promos, donc de moins en moins de marge. Elles sont concurrencées évidemment par Amazon, qui est en train de prendre des parts de marché démentielles. Aux États-Unis, c'est presque 20% à peu près des parts de marché. Comme le prix n'est pas fixé, à contrario du bouquin, ça baisse toutes les marges. Donc toutes les autres marques sont en train de mourir les unes à côté des autres. Et en France, c'est que 3% des parts de marché. Donc si on rattrape les deux, c'est à peu près 5 milliards qui va être pris. Et 5 milliards, ça sera 5 étapes de moins ou 5 Célio de moins. Donc si on regarde bien le marché, il n'y aura plus de Camaïeu, il n'y aura plus de Célio en fait, normalement d'ici 4 ans. Donc, j'espère qu'il n'y a personne de Célio et de Camaïeu ici, sinon bonjour. Donc, c'est cette transformation en fait, que la multitude est en train de faire. Et donc, tous les DNVB, toutes ces nouvelles marques digitales, sont en fait un peu les Napster, les Netflix aussi, de ces vieilles marques du retail qui ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer, qui font juste de la promo comme on prendrait de la drogue à une soirée en fait, pour passer une bonne nuit. Mais le lendemain, quand on se réveille, en fait, on n'est pas très bien, quoi. Et là, tous les matins, c'est chaque fois la gueule de bois chez tout le monde. Vraiment. Et là, en fait, avec la magie des gilets jaunes et de la température, en fait, où heureusement aujourd'hui il fait froid, mais quand même, en fait, c'était encore les tropiques en fait, il y a quelques semaines. En fait, il y a des vraies problématiques de vente. Donc là, on est sur un constat qui est pas fun, quand même, on peut dire, pour la mode. Voilà, on a bien compris c'est la l'ambiance souffrance des suicide. gilets jaunes. Quand même, il est qu'à 9h. T'imagines à 18h. Moi, j'ai quand même une question. Parce que est-ce que la mode, enfin l'industrie de la mode telle qu'elle existe, la vieille industrie de la mode, pique des idées à Amazon? Parce qu'il me semble qu'à un moment, il y a Amazon, alors je ne sais pas du tout où ils en sont sur leur marque, mais ils avaient créé une marque de vêtements, et en fait, basée sur un algorithme qui repérait sur les réseaux sociaux les habitudes soit des influenceurs, soit même de la masse, puisque finalement Amazon, ce qui intéresse, c'est la masse. Alors je ne sais pas du tout si cette marque existe encore, pour le coup j'ai pu repérer. Et je ne sais pas si des entreprises, si la mode va vers ça ou pas. Alors ça serait plutôt sur les projections de qu'est-ce qui va se passer sur les 2, 3, 4, 5 ans. Donc si je reprends ce que tu dis, Amazon, c'est pas une marque, en fait c'est 67 marques. Alors il n'y a pas que de la mode dedans, mais il y a des marques de sport qui sont développées il n'y a pas très longtemps, il y a des marques de lingerie, il y a des super marques aussi de serviettes de bain, de draps. Chaque fois, en fait, Amazon essaye de faire la stratégie qu'a fait Decathlon. C'est-à-dire on prend les produits qui sont les best et on essaye de les redévelopper et on les fait un peu moins cher. Donc si vous voulez un aspirateur, moi j'ai un aspirateur Amazon, il est hyper bien, quoi. Mais c'est pas le prix d'un Dyson derrière. Donc Amazon, est-ce qu'il peut créer sa bonne marque? Alors je pense oui, maintenant, mais ça dépend de la conception de c'est quoi la mode. Est-ce que la mode, c'est de la pure création ou est-ce que c'est de la copie améliorée? Perso, moi, je pense que c'est plutôt la copie améliorée. Il y a des grands créateurs qui existent encore maintenant, des Jacquemus, etc., qui arrivent à créer des produits vraiment différents. Mais pour 99% du marché, on a en fait un peu les mêmes fringues que ce qu'on pouvait avoir la saison d'avant, avec des améliorations chaque fois successives. Or, quand on regarde ce qu'on a simplement dans notre iPhone, sur notre iPhone, on peut voir comment notre téléphone reconnaît les visages de tous nos proches. Et ça, il le fait très bien. Et tout seul, comme un grand. Donc, partant de ce principe, il est assez facile maintenant avec l'intelligence artificielle de scanner tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais plutôt que de s'emmerder à aller sur les réseaux sociaux, prenons tout ce qu'il y a sur tous les sites de toutes les autres marques. Et comme on peut fabriquer à peu près en 3 semaines, on voit ce qui est sorti dans une marque, on le refait, et derrière, on le redistribue. Et quand je dis ça, en fait, ça n'a rien d'original, c'est ce que fait Zara depuis maintenant 30 ans. Donc, la stratégie d'Amazon n'est que la stratégie de Zara, appliquée, en fin de compte, aussi avec des nouveaux systèmes comme les réseaux sociaux, où on peut scanner un peu ce qu'on veut dans tous les sens. Mais là, il n'y a pas de changement spectaculaire. Le seul changement spectaculaire, c'est l'accélération de ce qu'on peut avoir, parce que Zara se débrouille pour avoir des stylistes qui vont dans le monde entier, pour récupérer toutes les créations qu'on peut avoir dans les multimarques. Là, avec Amazon, ce n'est pas la peine. On demande à des ordinateurs avec des algorithmes de le faire automatiquement. Mais sinon, en fin de compte, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Et alors juste sur un principe, pour revenir un peu sur les stratégies marketing, on entend beaucoup parler de Figital, du Drive to Store ou ce genre de choses. Toi, dans les réflexions de stratégie marketing que tu mets en place pour tes clients, quelle part prend le Drive to Store par rapport à une stratégie purement e-commerce? Alors l'omnicanal est la seule bouée de sauvetage qu'on peut avoir par rapport à ce que Amazon est en train de faire. Et quand je parle d'Amazon, il y a aussi Alibaba, parce qu'on ne le voit pas forcément, mais AliExpress, c'est quand même génial pour acheter des cachemires à 20 €.
Donc ça reste derrière un très très gros volume déjà en France alors que ce n'est pas forcément très connu. Et donc pour s'en sortir, on reprend le click and collect dont tu parlais tout à l'heure. Et donc cette stratégie omnicanal est mise en place depuis maintenant à peu près 7 ans par les marques de mode. C'est la réponse assez simple à ce qu'a pu entraîner l'e-commerce, parce qu'avant, un vendeur en boutique, souvenez-vous, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, avant que l'e-commerce était vraiment développé, il avait tout. Il connaissait les produits et il pouvait décider de faire une promo quand il voulait. Maintenant, quand on rentre avec notre iPhone, on connaît le produit avant et en plus, on peut voir si ailleurs c'est moins cher. Donc le vendeur qui avait tout pouvoir, c'est le client maintenant qui l'a repris. Et l'omnicanal arrive à redresser derrière les échanges entre les deux, où le client, par exemple, peut voir facilement comment réserver un produit sur un site. Et donc, on l'avait lancé, par exemple, chez Nafnaf et Claude Diplerlo, mais il y a maintenant près de 6 ans chez The Other Store. Et donc, en réservant son produit dans la boutique, on savait qu'il était disponible pendant 2 à 3 jours. Donc, ça a permis à ce moment-là, non seulement au client d'avoir plus de services, et puis surtout au vendeur d'avoir plus d'infos, d'avoir les coordonnées du client, de savoir ce qu'il veut acheter et d'avoir son historique de vente. Donc ça, c'est cet omnicanal qui est en train de se mettre en place et qui marche plutôt très bien. C'est en fait ce qui a permis au moins la moitié de la croissance du digital, où les marques faisaient à peu près, il y a 10 ans, à peine 1% de leur chiffre d'affaires sur le digital, essentiellement sur vente privée. Et puis au bout d'un moment des années, ça s'est développé. Il y a 4-5 ans, c'était 5% et maintenant, c'est un peu plus de 15%. Et la moitié des 15%, c'est l'omnicanal. Donc l'omnicanal est la vraie source de développement. Et je pourrais même dire qu'en fait, ce n'est pas 15% du chiffre d'affaires. En gros, en fait, ça doit être 80%. Parce que vu tous les points de contact digitaux qu'on peut avoir, quand on achète une fringue dans une boutique, il y a 8 chances sur 10 qu'on ait déjà vu la marque sur des réseaux sociaux, qu'on ait déjà vu une newsletter. Je te valide, la newsletter, c'est 25% de notre chiffre d'affaires. Donc ça marche toujours aussi bien. Donc cet omnicanal, c'est vraiment en fait ce qui va permettre à toutes les marques de créer quelque chose de très fort avec son client. Il y a un seul vrai souci en France, à contrario de ce qu'on peut avoir aux États-Unis, c'est que les ERP, tous les systèmes de gestion qu'on peut avoir avec les produits, sont en général obsolètes. Et résultat, on a du mal à tout connecter. Et quand on a du mal à tout connecter, ça doit vous arriver 1000 fois. On arrive dans une boutique, on a acheté sur l'e-shop, et quand on va dans la boutique, on n'est pas reconnu. Parce que les bases, en fin de compte, sont mal mélangées. Donc ça fait partie des améliorations avant que les marques meurent. C'est placé vraiment sous le signe optimiste ce matin. Ah non, je pense. Alors, dans le truc sympa. Non, mais si on regarde les courbes, parce qu'on pourrait voir une jolie courbe en fait de tout le parc immobilier qui s'est développé en l'espace de 10 ans, et on voit 30% de boutiques en plus, et on regarde les parts de marché des marques françaises depuis 10 ans, et c'est moins 25%. Donc en fait, quand on dépense 30% de plus en boutique et qu'on fait moins 25% en volume, en général, ça se finit bien. Oui. Voilà. C'est tout. Et ça va aller vite, mais ça on le voit aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est chaud, quoi. Si la stratégie est une stratégie immobilière, peut-être que l'un dans l'autre. Juste, alors avant de parler d'immobilier, est-ce qu'on pourrait revenir sur des tendances qui se dessinent d'un point de vue consommation ou stratégie marketing pour ce secteur très particulier qui est la mode? Quoique peut-être on peut se dire aussi que toutes les stratégies d'acquisition d'un consommateur sont un peu toujours identiques. Alors il y a 3 sujets importants en ce moment. L'influence, donc comprendre comment est-ce qu'on va travailler avec la multitude. 2, l'acquisition, comprendre comment on va gérer tous les nouveaux leviers d'acquisition. Et 3, le CRM, comprendre aussi qui est le client. Donc là, ces 3 axes sont activement travaillés par les marques. Elles ne mettaient pas beaucoup de budget derrière ces investissements. Maintenant, elles mettent vraiment, en fait, il y a un vrai engouement à derrière investir dans le digital pour aller plus loin. Et après, dans les 2 gros axes sur les 3-4 ans qui vont changer les choses, le premier, ça va être toute la partie blockchain, puisque la blockchain, on le voit sur le Bitcoin, permet d'avoir une monnaie qui est sécurisée. Et on va avoir la même chose sur les produits, où quand on achète sur Vestiaire Collective, il y a toute une armada de personnes qui vérifient que le produit est de qualité. Or, la blockchain va permettre aussi d'avoir des produits systématiquement certifiés. Et cette certification va permettre aussi une explosion de la seconde main qui est drivée par 2 sentiments. Le premier sentiment, c'est un sentiment écologique. Quand on achète de la seconde main, on ne pollue pas la planète. Donc derrière, ça va, à mon avis, en fait, justement fortement contribuer à ce changement d'état d'esprit qu'on peut avoir en ce moment. Le deuxième, c'est que c'est moins cher. Et que comme on cherche de la promo dans tous les sens, et qu'en plus, les marques maintenant sont beaucoup moins créatives que ce qu'elles pouvaient être avant, parce que les tendances aussi vont plus haut dans ce sens-là, on achète de la seconde main avec plaisir. Donc la seconde main va réussir, et grâce à l'innovation, et grâce à une tendance naturelle de notre part d'avoir des produits en fait, qui sont identiques aussi depuis des années. Et le deuxième gros changement, ça va être plutôt dans la voix.
parce qu'on peut l'avoir quand on a chez soi Google Home, quand on a Alexa ou tous ces autres outils, mais quand simplement sur son téléphone, hein, parce que si je dis Siri, normalement mon téléphone va réagir tout de suite. Si je dis Siri, rappelle Rachel, non, ça ne marche pas. Donc la voix en fait change les choses. On l'a vu, je ne sais pas si vous aviez vu l'exemple de Google Duplex, qui est une vidéo de Google qui permet à un ordinateur de prendre automatiquement une réservation pour se faire coiffer le lendemain. Donc il y a une capacité de la voix à parler facilement. Il y a une capacité aussi désormais à changer les images facilement. On le voit aussi à travers le fake Obama, un discours d'Obama qui n'est absolument pas un discours qu'il avait pu faire, mais des vidéos qui ont été transformées. Et donc quand je prends les deux, que je mélange le tout et que je vois la croissance des processeurs et l'arrivée de la 5G, on peut se dire qu'en boutique, dans 5 à 10 ans, on peut avoir vraiment des vendeurs virtuels. Et les vendeurs virtuels, ce n'est pas que un vendeur, c'est nous. Parce qu'on arrive, on est scanné, et d'un seul coup, on peut vraiment essayer le produit et on peut se parler. Parce qu'on peut se parler, parce qu'aussi, à partir du moment où on est connecté sur les API, Instagram, Facebook, etc., on a aussi beaucoup de data sur nous. Et pour peu que les marques nous connaissent à travers tous nos achats, elles sont capables aussi d'analyser ce qu'on a voulu acheter et ce qu'on a voulu aimer aussi les années précédentes. Donc résultat, on peut avoir un vendeur qui est nous-mêmes et on peut pouvoir échanger avec lui. Et ça, c'est pas fou en fait de se dire que dans 10 ans, ça peut arriver dans une boutique. Donc on sera notre auto-conseiller. Tout à fait, oui. Moi, je n'écoute que moi. Ça se voit d'ailleurs. En fait, ça fait 10 minutes que je le fais et je le fais pareil en boutique. Donc ça reboucle avec le Narcisse. C'est ça. Bravo. Et l'heure du mois. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces questions de mode? Y aura-t-il de vrais créateurs aujourd'hui? Ils disparaissent quand même de plus en plus. C'est une vraie question. Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Enfin, il y en a encore, mais ils ne gagnent pas leur vie. Oui, mais se faire acheter, c'est bien aussi. Hein. Ça permet d'avoir du capital et aussi de pouvoir se développer. Donc et après, que ce soit les Asiatiques qui nous rachètent, c'est normal. C'est eux qui innovent et c'est eux qui ont aussi beaucoup plus de rentabilité. Donc oui, la Chine est en train de racheter beaucoup de marques françaises. C'est Isabelle Marant, c'est tout aussi Carven, avec une très belle marque de cachemire, Icicle, qui vient de le racheter, comme Naf aussi, qui a été racheté également. Donc c'est que les Chinois en fait achètent beaucoup de marques françaises. C'est une vraie tendance et ça va continuer année après année. Et c'est plutôt sympa parce que ça va permettre aussi aux marques françaises de pénétrer mieux le marché chinois et d'avoir aussi derrière 1 milliard de consommateurs et ça permettra aussi pour elles tout simplement de tenir aussi ces prochaines années. Par contre, dans la création, non, il n'y a plus de création comme avant. Mais il n'y a pas un désir de création qu'on pouvait avoir de façon identique à ce qu'on avait il y a 10, plutôt 20 ans à peu près. Et on a tendance, et c'était le succès d'Alessandro ou d'Emage, de réussir à faire des super collections et de faire les mêmes année après année et chaque fois de faire des cartons. Donc, ah oui, il y a un vrai désir de s'habiller comme dans Star Trek, oui, au fur et à mesure. C'est-à-dire il y a un vrai côté costume, Uniqlo, et le succès de marques comme Uniqlo va plutôt dans ce sens-là. D'autres questions? Non, merci beaucoup pour cette intervention merci beaucoup. Positive. Alors juste, on va conclure rapidement sur le data marketing. Du coup, je demande à Bouchra Ajri, la directrice de Brains, de me rejoindre pour un petit point sur le data marketing. Rapidement, promis. Rapidement. Oui, c'est juste, on va revenir sur quelques fondamentaux. Déjà, dans le data marketing, il y a data. Oui. Et alors, c'est quoi vraiment les data? Tous nos intervenants l'ont dit finalement. La data, si on traduit, ça veut dire données. Concrètement, aujourd'hui, on l'interprète plutôt comme une donnée traitée massivement, mais à la base, c'est une donnée. Finalement, quand je faisais du publipostage, oui, à l'époque, il y avait encore le papier, et c'était une donnée que je traitais. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est quelles données je dois utiliser et non pas, quelle techno, quel ceci, quel cela. Parce que vous avez certes des contraintes technologiques, mais il y a aussi des notions de bon sens qui feront qu'avec peu de moyens, je peux tout à fait mener des campagnes en data qui portent. La première chose, c'est tout simplement quelles données j'utilise. Oui, mais ça a l'air la base, mais c'est comme ça. La meilleure donnée que l'on puisse avoir, et là nos intervenants l'ont dit, c'est la nôtre. C'est-à-dire que la donnée qui est issue de mon CRM, qui est issue du trafic de mon site, qui est issue, pourquoi pas, de mes partenariats, est la donnée la plus fiable sur laquelle je peux me baser. Et donc, tout à l'heure, on avait parlé d'audience similaire, etc. Mais bon, pour avoir une audience similaire, il faut déjà que je connaisse mon audience. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je suis dans une approche publicitaire, c'est finalement la fraîcheur de ma donnée.
Quand vous louez une base de données ou quand vous faites une campagne qu'on dit programmatique et que je vais acheter des données à des tiers, finalement, d'où vient cette donnée? Elle date de quand? Parce que je suis bien gentille, hein. Moi j'ai déjà vu des prestataires vous louer des bases de données qui ont plus d'1 an. Quand on est dans l'enseignement supérieur, ça va très vite. Je fais référence à l'enseignement supérieur. Ou même marque employeur. Quand vous vous adressez à des jeunes diplômés, c'est sûr que les jeunes diplômés de l'année dernière, c'est peut-être pas les mêmes que ceux de cette année. Donc voilà. Donc il y a cette notion de fraîcheur. Donc, identifier quelles données il me faut, la fraîcheur de ma donnée et qu'est-ce que j'en fais. Parce que c'est bien beau d'en avoir. Donc, quel est mon objectif? Est-ce que je vais être vu? Est-ce que je veux conduire à l'achat? Alors, je parle d'achat à bon escient, hein, parce que quoi qu'on dise, que ce soit pour une marque employeur, une école, l'objectif est tout de même de générer de l'inscrit ou de ramener ce jeune au sein de ma société. Donc, du coup, quel est mon objectif? Et là, finalement, les intervenants précédents ont tout dit, c'est pour ça que mon intervention va être très courte. Aujourd'hui, réfléchir mon data marketing, c'est quoi? C'est réfléchir en point de contact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas parce que votre audience va voir une bannière qui va dire « je vais m'inscrire dans votre école ou je vais aller dans votre société ». En revanche, votre audience va voir une affiche. Oui, je suis digital, mais je crois au print. Donc voilà. Parce que si un Google fait des campagnes publicitaires dans le métro, c'est qu'il y a une raison. Donc, une affiche, puis va lire un magazine, parce que le print n'est pas mort. On a une consommation qui est différente, mais qui est difficilement mesurable. Ensuite, je vais recevoir un email. Je vais taper ma recherche dans Google et je vais transformer. Donc, le véritable enjeu aujourd'hui du data marketing, c'est quoi? C'est la convergence analytics. Et la convergence analytics, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mot américain qui date de 2010, je crois. C'est finalement analyser l'efficacité de mes campagnes, non pas en dernier point de contact, mais par rapport à la stratégie que j'ai développée tout au long du chemin et du parcours utilisateur. Aujourd'hui, comme l'ont dit les autres intervenants, finalement, ce qui m'intéresse, c'est le parcours utilisateur. Aujourd'hui, comment je me comporte. Et on n'est finalement pas dans de la similitude, mais dans de la congruence. Alors, je m'explique, et j'arrête. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le disiez avec les gilets jaunes, vous avez toujours ce signe noir qui va arriver au dernier moment. Alors, vous pouvez avoir les meilleurs algorithmes, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais voilà, vous avez un mouvement social, vous avez, je ne sais pas moi, un événement imprévu. Qu'est-ce qui fera que finalement, en tant que marketeur, je vais m'adapter à cette situation? C'est simplement que je vais adapter mon interprétation des données. Puisqu'à l'instant T, mon interprétation n'est pas la même qu'à l'instant T+1. Donc, concrètement, si je tirais un portrait robot maintenant pendant les Gilets jaunes, je prends un exemple qui vraiment nous parle. Mon influence sur site internet ou sur site, etc., est impactée par un facteur extérieur. Donc, je ne peux pas tirer une conclusion, c'est mathématique. Là, c'est vraiment à l'instant T. En revanche, si j'analyse mon utilisateur tout au long de sa vie et de sa relation vis-à-vis de ma marque, ou de ma boutique, ou quoi que ce soit, là, je peux tirer des enseignements et essayer de me sortir finalement des éléments. Je vous donne un autre exemple et je vous laisse tranquille. On menait une campagne, alors ça c'était très drôle, une campagne, alors j'y avais pas pensé, personne d'ailleurs n'y avait pensé, une campagne pour un centre de formation spécialisé, très haut de gamme, qui forme les grands cuisiniers de demain. Donc on fait du lookalike, tout va bien. Imprévu, moi je regarde pas la télé, donc voilà, il y a Top Chef. Eh ben oui, Top Chef. J'ai eu des audiences qui d'un coup se sont intéressées à la cuisine, donc du coup, moi mon DMP, le truc s'est affolé en se disant mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc vous me direz, vous devriez regarder un peu plus les reality TV, mais bon bref. Et donc voilà, et donc on a vu un artefact qui voulait rien dire. Donc voilà, donc finalement la donnée on lui fait dire ce qu'on veut, mais le bon sens prime. Et c'est vous en tant que marque, en tant que marketeur, en tant que communicant, qui pouvez apporter ce prisme d'interprétation et poser votre stratégie finalement. Personne ne connaît mieux que vous votre audience. Et donc, dans ce cadre de personne ne connaît mieux que vous votre audience, finalement, les agences qui connaissent bien, quand elles sont spécialisées certaines audiences, ont une data qui leur appartient, ou en tout cas, ils ont une lecture de la data. Et du coup, en fait, c'était juste pour relier à une offre que tu viens de créer, en tout cas que tu viens de penser depuis quelques mois, qui est idée comme data. Parce que l'idée, c'était aussi de se dire que nous, en tant qu'agence, on avait une responsabilité quant à la data qu'on proposait. Tout à fait. Donc, je voudrais juste revenir un peu sur... parce que d'une part, les agences
ont un rôle qui se transforme de plus en plus. Tout à fait. Donc il y avait un peu une convergence de plein de stratégies qui étaient là-dedans. Et juste voir rapidement sans... Tout à fait. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous font déjà ce qu'on appelle le programmatique. Donc, tout ce qui est achat, non pas d'une audience, non pas d'un média, mais d'une audience. Donc, ça passe par de la bannière. Aux États-Unis, on a de la programmatique télé depuis 2014, je crois, ou 2015. C'est-à-dire que vous pouvez acheter votre spot très cher, mais moins cher, en fait, parce que vous l'achetez en temps réel et aux enchères. Donc vraiment, c'est intéressant. Ça se développe un petit peu en Europe, mais je dirais que culturellement, la France est assez réfractaire. C'est un marché très spécifique, l'achat média TV. On a aujourd'hui du programmatique radio, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux acheter en temps réel mon audience sur de grands réseaux. Donc là, j'achète une audience. On se rend compte, alors là on revient au RGPD, etc. Bon, le RGPD n'a pas finalement changé grand-chose, sauf pour les très gros, parce que finalement, ils ont fait le calcul, je vais garder ma donnée 10 ans. De toute façon, même si on m'attaque, l'argent que je perds, je le gagne ailleurs. Bon, peu importe. Le RGPD, finalement, a été anticipé depuis très longtemps. Donc, c'est la législation qui contrôle justement la donnée personnelle. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement, les grands acteurs ont déjà anticipé ce genre de choses puisqu'ils anonymisaient les données et que on l'a quand même, la donnée. Il faut dire ce qui est. Et qu'aussi, grâce au smartphone, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a énormément de choses qui remontent, etc. Donc la responsabilité aujourd'hui, c'est de savoir interpréter cette donnée, mais aussi d'être dans des segments d'audience qui soient pertinents. Dans un secteur spécialisé comme l'enseignement sup ou la marque employeur sur des audiences jeunes, c'est extrêmement difficile parce que c'est une audience qui est volatile. Quand j'ai 17 ou 18 ans, je ne réagis pas de la même façon que quand j'ai 30 ans. Les marchands s'intéressent beaucoup aux acheteurs. Donc du coup, je ne peux pas tant prendre votre donnée à vous parce que vous n'avez pas du très très jeune. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de me raccrocher à des données qui vont être issues notamment des réseaux sociaux, ça vous en avez parlé, et différents éléments. Donc pourquoi Idecom Data ? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas réinventé la roue, mais ça fait 2 ans qu'on étudie les comportements d'audience, on a créé des segments spécifiques qu'on actionne. Donc voilà. Et donc la responsabilité d'une agence aujourd'hui, à mon sens, le rôle de l'agence a changé parce que notre intervenante en a parlé. Avant, ça vendait de l'espace pub. Aujourd'hui, une agence, à mon sens, doit fournir du conseil et accompagner ses clients pour atteindre un certain nombre d'objectifs et surtout pas survendre ce qui ne peut pas l'être. Donc, on n'a pas parlé d'Idecom Data avant parce qu'on n'était pas prêt. Donc, il fallait qu'on prenne, de l'insight, donc c'est un mot à la mode, mais bon, c'est ça, pour pouvoir mettre en œuvre ce type d'offre en programmatique. Donc, on n'est pas ambitieux, on ne va pas sur la radio, on reste très, très simple en programmatique, etc. Mais avec une intégration sémantique. J'y reviens. C'est qu'on est maintenant, alors tout le monde parle de l'audience planning, mais je suis désolée, il ne faut pas oublier le média planning, parce qu'il faut faire un mix des deux. Concrètement, et là j'enfonce une porte ouverte, imaginons j'ai identifié un profil Madame Untel qui s'intéresse à la mode. Et donc je la suis partout. Finalement, j'ai plus de chances de la transformer si elle est dans un environnement éditorial qui ressemble à l'offre produit que je propose. Je caricature, mais Madame Untel, finalement, aura peut-être plus tendance à transformer si elle est sur un blog ou un article concernant les tendances de la mode et pouf, je lui propose la dernière paire de tongs. Voilà. Donc concrètement, aujourd'hui, quand on veut faire intelligent à mon sens, il faut lier le média et l'audience. Et à savoir, et là on part dans le technique, mais la sémantique, on en revient aux mots. Aujourd'hui, par exemple, on est capable d'injecter vos historiques de campagne AdWords, à savoir ce qu'on cherche sur Internet, voir ce qui performe le mieux et l'injecter dans vos campagnes d'affichage et se dire, moi, je vais prendre ce nuage de mots-clés qui est en rapport avec mon activité où ça transforme le mieux et je vais pouvoir diffuser en programmatique et en bannière sur une audience avec un environnement éditorial qui me convient. Je vous donne un autre exemple. Quand je suis une école, il y a certaines écoles, concrètement, mon audience... excusez-moi, je vais être très crue, mais un jeune de 17 ans, a priori, sera plutôt sur des sites, adultes. Je suis une école, j'ai pas forcément envie d'être sur un site adulte. Donc, mais il y est. Pour la petite histoire, j'ai travaillé côté moteur de recherche pendant pas mal d'années. En fait, on n'a jamais communiqué les vrais top recherches, puisque les vrais top recherches, le top 5, c'est secteur adulte. Donc, ils vous mettent après. Juste pour la petite histoire, qui est un gros secteur d'ailleurs. Enfin bon, bref, je mets de côté. Donc, du coup, j'en reviens à mon jeune. Finalement, donc je ne veux pas aller là-dessus.
j'ai peut-être pas envie d'aller sur Le Bon Coin, sauf que Le Bon Coin, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement présent et qui est disponible sur tous les segments. Mais aujourd'hui, les écoles ont compris, les marques employeurs, que c'est pas mal d'aller sur Snapchat, par exemple. Avant, on ne voulait pas forcément associer sa marque à Snapchat, mais Snapchat, c'est un usage qui fait que. Maintenant, Snapchat, c'est commence à devenir un petit peu dépassé dans l'usage, donc il y a d'autres choses. Donc voilà, c'est aussi être à l'écoute des usages de mon audience et aussi de son mode de consommation. Un cadre, par exemple, consommera différemment. Mais il est aussi fixé sur son smartphone, il y a des études, hein, il passe autant de temps qu'un jeune sur son smartphone. Donc, il faut quand même relativiser. Je suis cadre, j'ai entre 30 et 50 ans. J'ai une consommation smartphone qui est forte, mais différente. Donc voilà. Donc c'est tous ces éléments qui ont fait que on a créé différents segments en essayant de penser au mieux et en intégrant cet environnement sémantique qui est excessivement important et qui filtre finalement je dirais, l'exposition de mon message. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la data programmatique. Non. Alors on va conclure comme ça. J'espère que ce petit panorama de la communication du marketing avec les interventions des différents experts vous ont intéressé. Vous retrouverez toute cette intervention aussi bien en podcast qu'en vidéo dans les prochains jours. Et puis pour le prochain rendez-vous, ce sera en mars. Et alors on parlera de totalement autre chose. On sera sur les nouveaux enjeux et on parlera d'ordinateur quantique, de blockchain et de cybersécurité. Et en janvier, la thématique du mois, ce sera information, savoir et connaissance. On parlera un peu des fake news et des différences entre information et connaissance, chose que les gens ont l'impression de confondre un petit peu. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.